Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Oui, voilà. Et merci d'être avec nous sur Boursorama. Avec plaisir. François Bayrou admet que les dépenses dérapent. Le Premier ministre qui veut reprendre le contrôle de nos comptes publics. Il demande un effort à tous les Français. DAC ou pas DAC? Non, c'est un peu scandaleux ce discours. Moi je trouve qu'ils sont vraiment de plus en plus hors sol. C'est-à-dire que les Français, ça fait 40 ans qu'ils se serrent la ceinture. On leur dit, on veut nous faire culpabiliser. Si tout va mal, c'est à cause de vous, en gros. Non mais attendez, qu'est-ce qui a augmenté le plus ces dernières années dans la dépense publique? Ce sont les dépenses de fonctionnement. Depuis 2021, les dépenses de fonctionnement ont augmenté, chiffre de l'INSEE, j'invente rien, de quasiment 22%, ça veut dire quasiment 100 milliards d'euros. Depuis 2021, en 4 ans jusqu'en 2024. Évidemment, on n'a pas encore les chiffres de 2025. C'est quoi ces dépenses de fonctionnement? C'est évidemment... C'est pas les crayons et les gommes quand même, non? En partie, il n'y a pas que ça, bien entendu. C'est le drame. C'est que globalement, il n'y a plus de contrôle. C'est devenu complètement hors contrôle. On parle de l'État? On parle de l'État? Non, là c'est la puissance publique au sens large. Ça veut dire État, administration locale et sociale. Tout confondu, bien entendu. Et regardez, sur la même période, les dépenses sociales ont augmenté de 11%. 11%, 22%. Du simple au double. Donc ça veut dire que quand vous regardez le détail des dépenses publiques, parce que souvent on regarde qu'est-ce qui va dans la défense, dans le social, etc. Les prestations sociales, effectivement, c'est à peu près 42-43% de l'ensemble des dépenses. Mais le deuxième poste, c'est quoi? Ce sont les dépenses de fonctionnement. Quasiment, donc, plus de 32% des dépenses publiques, au niveau total, sont des dépenses de fonctionnement. Et qu'est-ce qu'on nous dit là, monsieur Bayrou? Il faut que les Français serrent la ceinture. Non, attendez, commencez déjà par réduire les dépenses de fonctionnement. Comment on fait si c'était si facile que ça? Évidemment que c'est très facile. Attendez, je viens de donner... On parle de l'administration administrante, c'est ça? Mais je viens de donner le chiffre. 100 milliards de hausse en 4 ans. Attendez, il est parti où cet argent? Il a été distribué dans les salaires, dans les arrangements, dans les cabinets de conseil qu'on a voulu, gratifier, on ne sait pas trop pourquoi, etc. Regardez, c'est ça qui est complètement aujourd'hui délirant, qui est devenu extrêmement dangereux. Donc moi je pense évidemment à la stabilité sociale et sociétale de la France, parce que là si aujourd'hui on fait encore une hausse des impôts, parce que s'il y a une TVA sociale ou autre, ça sera une hausse des impôts, à ce moment-là les Français ne pourront plus tenir. Et donc je pense que c'est vraiment un déni de réalité, également une sorte de mépris pour les Français. Si à la rigueur il avait dit, bon, vous savez, on va vraiment faire des efforts, nous, la puissance publique, parce que c'est vrai qu'on a dérapé ces dernières années, il aurait pu dire ça. D'ailleurs, c'est pas lui qui est responsable, c'était pas lui qui était au pouvoir à l'époque. Il faut dire la vérité, on a complètement dérapé. Les dépenses, vous savez ce qu'on appelle les ODAC, organismes divers d'administration centrale. Il y en a 700 en France. Ce sont les agences. Pas que, il y a aussi, il y a les universités, il y en a certains qu'il faut garder, bien entendu. Il y a la Météo France, tout ça, bref. Au total, donc il y en a 700, on va pas faire le détail, sinon il faudrait toute la journée, ça coûte 140 milliards d'euros par an. Vous voyez, alors je ne dis pas qu'il faut tout enlever, mais quand même, on peut réduire certaines ODAC sans faire un drame social. Voyez, et en plus, il y a beaucoup de départs à la retraite. Là aussi, c'est une promesse de Nicolas Sarkozy, de M. Macron également. On nous a dit, oui, mais voilà, on ne remplacera pas les fonctionnaires qui partent à la retraite. Non seulement on les a remplacés, mais le nombre de fonctionnaires, d'agents de la fonction publique a augmenté. Et malgré cela, les services publics sont de moins en moins bons. Marc Toiti, s'il est ministre de l'économie, pour trouver ces 40 milliards d'euros. Je viens de le dire, c'est très clair déjà. Aujourd'hui, en 2026. On a, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, ces dépenses de fonctionnement sur lesquelles il faut revenir. Le millefeuille administratif, ça coûte entre 8 à 10 milliards d'euros chaque année. Et c'est quand même pas rien. Donc il faut réduire l'ensemble de ces dépenses, de ces ODAC. On en supprime. On en supprime certaines qui ne servent pas à grand-chose. Et souvent, il y a des doublons. Il y a des personnes qui ont un salaire ailleurs, puis qui ont un deuxième salaire ailleurs. Donc à quoi ça sert? Je ne parle pas des comités Théodule. Bon, là, c'est pas énorme comme somme, mais tout de même, là aussi, il faut faire le ménage. Vous comprenez? Donc, et puis surtout, on donne une image. On inspire confiance. Parce qu'on ne peut pas dire aux Français, allez, serrez-vous la ceinture, ça fait 40 ans qu'on le fait, mais c'est pas grave, vous continuez. Et moi, je continue à augmenter mes dépenses n'importe comment. François Bayrou a tort de demander aux Français de se serrer la ceinture. Bien sûr. Bien sûr. Et surtout, la TVA sociale. Rien que le terme, c'est un oxymore, TVA sociale. C'est-à-dire qu'il faut être honnête. TVA, c'est un impôt inégalitaire, entre guillemets, et social. Donc les deux mots vont pas ensemble. Moi, je suis entièrement d'accord pour, bien sûr, baisser, d'ailleurs, ici même, je l'ai souvent demandé, baisser les cotisations, les charges qui pèsent sur les salaires, pour augmenter les salaires nets, ça c'est une très bonne idée. Éventuellement, faire porter une partie de la contribution, du paiement des dépenses sociales sur la TVA, ok, mais sans augmenter le taux de TVA.
Ça veut dire en réduisant certaines dépenses que finance actuellement la TVA. Mais pourquoi vouloir encore augmenter? Alors on me dit, ça m'amuse beaucoup. Hier je faisais une émission sur une chaîne info, bref, et on me dit, ah oui mais on est moins que la moyenne de l'Union européenne. C'est vrai, on a au niveau de la TVA, c'est un des rares impôts ou taxes. Oui, voilà, mais on est à 20, la moyenne est à 22. Voilà, pour une fois qu'on est un peu plus de 21. Mais c'est pour ça qu'on veut être premier en fait. C'est ça, on veut être numéro 1. Mais bon, soyons sérieux, encore une fois. C'est-à-dire que quand on regarde d'un point de vue macroéconomique, le poids des prélèvements obligatoires par rapport au PIB, nous sommes numéro 1. Alors ça dépend les chiffres, parce que l'INSEE dit qu'elle est autour de 42, Eurostat qu'on est autour des 46. Bon, il y a une querelle de chiffres, mais bon, on est quand même, quel que soit le calcul, numéro 1, je dirais, d'Europe, voire du monde, et on veut encore augmenter. Non, ce n'est pas sérieux, comme je dis souvent. D'ailleurs, vous savez que j'ai sorti un t-shirt, ça s'appelle France, ce n'est pas sérieux. Je vais le sortir la semaine prochaine, parce que, comme je le dis souvent, je dis on va faire un t-shirt. C'est-à-dire que globalement, on a... Make France great again. Ouais, presque. On commence déjà comme ça, déjà pour dire, bon, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Moi, je suis quand même stupéfait. C'est-à-dire qu'on a quand même des dirigeants, parce qu'on me dit, oui, mais la puissance publique, c'est les Français. C'est à cause... Non, mais attendez, mais quel pouvoir? Alors, c'est vrai que les Français votent pour les dirigeants. OK. Des fois, il n'y a pas de programme, on vote quand même, parce qu'on par défaut, va-t-on dire. Mais ensuite... c'est eux qui ont le pouvoir, qui ont les manettes, entre guillemets, les leviers. Ils peuvent agir. Donc, qu'on arrête de dire. La dernière fois, M. Macron a dit « Non, mais c'est pas de ma faute, c'est l'Assemblée. » Attendez. C'est la vérité, aujourd'hui, depuis la dissolution. D'accord, depuis la dissolution, mais c'est lui qui l'a décidé, la dissolution. Oui. C'est ce que je veux dire. Mais avant, il a eu le pouvoir depuis 2017. Il aurait pu baisser la dépense publique. Non. La dépense publique n'a jamais baissé parce qu'il n'y avait pas de volonté de baisser cette dépense publique. Et déjà, si on la stabilise, déjà, ça serait... déjà, c'est déjà énorme. Mais regardez, on a parlé du PIB de l'Italie. Vous savez, le PIB par habitant de l'Italie, qui est en parité de pouvoir d'achat, est maintenant au même niveau que celui de la France, même légèrement au-dessus. Alors qu'en 2020, la France était 10% au-dessus de l'Italie. Vous voyez? Donc on va dire, mais qu'est-ce qu'on a dit l'Italie, l'homme malade de l'Europe? Voilà, exactement. Donc j'ai regardé les chiffres. Qu'est-ce qu'il y a effectivement le PIB depuis 2020? Donc on a eu la même crise, même c'est encore plus grave en Italie parce qu'il y a eu plus de morts, etc. Au début, ils ont du mal face au corona. Eh bien, le PIB italien a augmenté de 6,4%, PIB français de 4,2%. Il y a 2 points d'écart. Vous voyez, sur la même période. Mais par contre, quand vous regardez la dette publique italienne, elle a évidemment baissé, alors que celle de la France, elle a augmenté de quasiment 15 points. Encore plus fort, le poids des dépenses publiques dans le PIB. Ça, c'est énorme. Parce qu'on n'arrête pas de me dire, si vous baissez les dépenses publiques, il n'y aura plus de croissance, ça va être la récession, ça va être horrible. Regardons l'Italie. En 80, à peu près 95, la dépense publique par rapport au PIB en Italie était à 57%. Nous, on était... Comme nous, aujourd'hui. Non, oui, mais nous, à l'époque... Oui, à l'époque, on était à 52. Ouais. Donc, vous voyez, et là... Aujourd'hui, on est à plus de 57, et l'Italie est à, chiffre du FMI, je viens de vérifier, 50,6%. Ouais. Donc ils ont baissé de 7 points de PIB leurs dépenses publiques pour leur économie, tout en ayant de la croissance. Donc ça veut dire, c'est possible. Donc qu'on arrête de dire que si aujourd'hui vous baissez le poids des dépenses publiques dans le PIB, ça sera une catastrophe. Non, tous les pays au monde l'ont fait, et moi j'irai même plus loin. Il faut baisser les impôts. C'est ça, dans la solution en tant que ministre de l'économie, il faut baisser les impôts pour justement redonner confiance. Et notamment la CSG, que tout le monde paye là aussi, comme vous le savez. Ouais. Et là... CSG qui rapporte énormément, c'est 200 milliards. Et vous vous souvenez de la CSG? Non, c'est la TVA qui rapporte 200 milliards. La TVA, c'est un peu plus de 200 milliards, c'est 210 milliards, mais globalement... La CSG, c'est 100 milliards. Donc ouais, mais c'est déjà énorme. Attendez, sur la CSG quand même, rappelez-vous, on avait... En 1991, vous étiez très jeune à l'époque, Michel Rocard, moi aussi j'étais très jeune d'ailleurs, Michel Rocard l'a créé, il a dit bon, ça sera juste 1%. Bah, c'est pas méchant, vous voyez. Vous savez combien on est aujourd'hui? À plus de 9%. À part la CSG. Plus de 9% CSG. Mais non, mais vous avez raison. Si on prend toutes les cotisations sur l'épargne, on est à 17%. Ouais. Vous voyez, la CRDS, pareil. Là, on avait dit que ça sera temporaire, créé là, en 96 par Alain Juppé. Ouais, donc droite-gauche, même combat, j'ai envie de dire. Ça devait durer 13 ans. On est en 2025. C'est toujours là. Maintenant, on dit, bon, peut-être en 2033, on l'arrêtera. Non, mais attendez. Non. Donc, c'est ça qui est dangereux, c'est que on sait augmenter les impôts. Ça, c'est sûr. Par contre, moi, je pense qu'il faut les baisser pour redonner du pouvoir d'achat, pour redonner surtout de la confiance. C'est ça qui est aujourd'hui extrêmement dangereux. Les Français n'ont plus confiance. Et donc, ces mesures-là, je pense que ça peut être un syndrome gilet jaune. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a fait les gilets jaunes à l'époque? Si vous vous souvenez, c'est qu'on a dit, bon, voilà, on va augmenter les taxes sur l'essence, etc. Voilà, une sorte de mépris, voilà, des classes populaires, etc. C'est très dangereux de faire ça. Et là, on vous dit pareil, il faut que tous les Français serrent la ceinture. Comme si ce n'est pas le cas depuis 40 ans. Ben non, si vous augmentez le taux de TVA, c'est évident qu'il y aura un peu plus d'inflation et parallèlement, donc beaucoup de ménages français vont souffrir. Et bien justement, l'inflation, Marc, française, elle est au plus bas depuis 4 ans. On est, d'après l'INSEE, 0,7% au mois de mai sur un an. Moitié moins que la prévision d'inflation du gouvernement pour cette année. C'est une bonne nouvelle. Oui, bien sûr. Sous 1%. Même s'il faut dire ce qui est,
les Français restent pessimistes sur leur niveau de vie malgré les gains de pouvoir d'achat induits. Alors voilà, c'est ça à dire. C'est qu'en fait, n'oublions pas que l'inflation, comme vous le savez, c'est le glissement annuel des prix. Donc on compare le mois de mai 2025 par rapport au mois de mai 2024. Bon. Comme les prix des matières premières, notamment surtout de l'énergie, ont baissé, mécaniquement l'inflation baisse. Par contre, les prix continuent d'augmenter. Sur les 3 derniers mois, ils ont fait 0,9% de hausse. Vous vous rendez compte? 0,9% de hausse. Et quand vous regardez l'alimentation, alors c'est encore pire. On est sur des niveaux de l'ordre de 2% de hausse depuis le début de l'année. Vous vous rendez compte? L'alimentation, c'est ce que nous consommons. Depuis début 2021, les prix ont augmenté de à peu près 25% sur l'alimentation en France. Donc ça... Malgré l'annonce d'une baisse des prix, vous vous souvenez, on dit oui c'est bon, ça y est, les prix de l'alimentation vont baisser. Non, ils n'ont pas baissé, sauf que l'alimentation, c'est l'inflation vraiment ressentie au quotidien. Vous voyez, je pense que certains ne vont pas faire leurs courses, malheureusement. Il faut voir le dérapage des prix, notamment sur l'alimentation. Et donc alors on se dit que c'est du pipeau, c'est 0,7% d'inflation. Encore une fois, c'est un chiffre, simplement, mais ce n'est pas la réalité des Français. Surtout que cette inflation, elle est très inégalitaire, parce que comme on a l'inflation qui est la plus forte, c'est sur justement l'alimentation, et en moyenne, l'alimentation, c'est autour des 15-17% du panier de la ménagère moyen, mais pour des ménages modestes, ça peut monter à 40 voire 50%. Donc ça veut dire que c'est là où ça augmente le plus. Donc on revient sur ce problème, je dirais, de déclassement de la classe moyenne. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la classe moyenne, je dirais, d'en bas, qui risque de tomber. Donc c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et à partir de là, vous dire on va encore augmenter les impôts, alors là, évidemment, ça pourrait créer, je pense, un clash. Ah bah, si vous augmentez les impôts, François Bayrou. Si vous faites une TVA sociale, mécaniquement vous augmentez les impôts. Ben oui, c'est la réalité, je suis désolé. Donc si vous augmentez le discours du gouvernement, c'est pas de hausse d'impôts. Ah bah, bien sûr, mais si vous faites une TVA sociale, parce que même si vous baissez effectivement les charges sur les salaires, ce qui est évidemment une bonne nouvelle, ça c'est une bonne mesure, et ben, ceux qui ne travaillent pas, par exemple les retraités, bah oui, ils ont plus d'impôts à payer. Ouais. Ce que je veux dire. Donc tout le problème est là. On avait un engagement même de baisser les impôts, bah voilà, on ne le fait pas, on ne l'a jamais fait, à la marge, mais pas d'un point de vue macroéconomique. Les habitations ont bien été supprimées. Oui, certes, puisque d'un point de vue macroéconomique, il n'y a pas eu de baisse, ou très peu, je dirais, du rapport. Bon, à part par rapport évidemment à 2020, où là c'était particulier, c'était le corona, mais sinon, globalement, on a même cette situation où on a une pression fiscale qui est l'une des plus élevées du monde. Donc il faut arrêter ça. Tous les pays au monde ont baissé leur pression fiscale. Là, vous voyez, on parle de l'Italie tout à l'heure. Cette année, ils ont annoncé 30 milliards d'euros de réduction des impôts. C'est quand même énorme, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça qui est fou, parce que nous, on méprisait, enfin nous, je dis pas nous, je dis les gouvernants notamment, et certains, on va dire, penseurs ou autres que vous voulez, quoi, disaient oui, oh, les Italiens, c'est n'importe quoi, ils font n'importe quelle politique. Voilà, maintenant, c'est un peu la risée. Nous sommes la risée de l'Europe, ne l'oublions pas. Quel est le pays où il y a plus de déficit public en 2024? La France. 5,8%. L'Italie, ils étaient à 7,5% l'année dernière. Non, zone euro, non. Après, il y a la Slovaquie juste avant nous et encore, ils sont à 5%. Non, c'est nous, 5,8% en 2024. Et en 2025, ça sera pire. Puisque... Non, on sera à 5,5%. Jamais de la vie. Mais non. N'oublions pas que le budget a été fait sur une croissance de 0,9%. Ouais, on est à 0,6%. Bah non, 0,6 si tout va bien. Je monterai peut-être même à 0,5%. Mais... Donc ça veut dire que mécaniquement, il y aura moins de recettes. Et surtout, il y a un chiffre qui est passé presque inaperçu la semaine dernière, mais qui est assez incroyable. C'est l'indicateur de confiance des ménages, qui a fortement baissé, donc en France, au mois de mai. Malgré les ponts, vous voyez, donc quand on peut avoir des vacances, mais finalement, on peut ne pas avoir confiance. Qu'est-ce qui s'est le plus dégradé dans cet indicateur de confiance? Les perspectives de chômage. Je le montre sur ma vidéo YouTube cette semaine, c'est incroyable. L'augmentation des perspectives. C'est un chiffre INSEE, c'est tout à fait officiel. Le chômage ne flambe pas. Il augmente doucement, mais il ne flambe pas. Encore une fois, il y a des problèmes statistiques, va-t-on dire, mais quand on regarde cet indicateur, il est assez bien corrélé avec le taux de chômage. Donc il annonce où va être le chômage demain. Donc c'est les perspectives de chômage des ménages, indice INSEE, on est sur un plus haut depuis 2014. Hors Corona. Et donc, ça veut dire, à l'époque, on avait plus de 10% de taux de chômage. On est à 7,4. On est à 7,4, 7,5, mais catégorie A. Ce qui veut dire qu'on pourrait monter au moins à 9, facilement, voire 10, d'ici la fin de l'année. C'est là où... Non, bien sûr. D'ici la fin de l'année. Bien sûr. Non, mais... Non. David... Entre 9 ou 10 taux de chômage d'ici la fin de l'année, en 6 mois. David, le taux de chômage... Je prends le pari. Non, le taux de chômage, j'espère pas qu'on y sera, bien entendu. Le taux de chômage, c'est une variable retardée de l'activité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'activité économique qui ralentit, voire quasi-récession, et ensuite, 6 mois plus tard... Zéro. On a fait moins 0,1% au quatrième trimestre, on fait... hors stock, on a fait moins 0,4, David. Regardez les chiffres. Et j'ai regardé, depuis 2000, on a fait ça qu'à 3 reprises, moins 0,4, que pendant les phases de récession. Croissance hors stock, donc moins 0,4, donc c'est une décroissance. Moins 0,4, c'est du jamais vu. Donc ça, on ne le dit pas, parce qu'on vous dit oui, ça a fait 0,1, sachant qu'on a déjà fait une baisse du PIB au quatrième trimestre. Bon, c'est mon métier, c'est normal d'analyser les chiffres, mais encore une fois, on voit que c'est une situation dramatique. Chiffre de la Banque de France de défaillance d'entreprise.
On est sur des sommets historiques. Depuis le sommet de 2000, par rapport au sommet de 2009, le précédent sommet historique, on est à 14% au-dessus des défaillances d'entreprises. Depuis 2020, les défaillances d'entreprises, hors micro-entreprises, ont augmenté de 130%. Il n'y a pas eu 130% de création d'entreprises. Comprenez? Donc, c'est-à-dire que même si on défalte des créations d'entreprises, moi je le vois parce que je vais faire des conférences en province régulièrement, et je vois ces chefs d'entreprise qui viennent à mes conférences, patrons de PME, c'est pas les boîtes du CAC 40, hein, elles vont plus ou moins bien, et encore, mais patrons de PME, de TPE, etc., ils sont en plein désarroi. Et nous on est en train de leur dire, bon, attendez, il faut vous serrer la ceinture, vous avez trop de rentabilité. Ouais, j'entendais hier quelqu'un me dire, oui, ils ont trop de rentabilité, donc il faudra que si on fait la TVA sociale, ils n'augmenteront pas leur prix, ils vont baisser leur prix, donc prendre à eux la charge d'augmentation du taux de TVA. Attendez, bien, on marche sur la tête. Effectivement, le profit des entreprises du CAC 40 se porte pas trop mal parce que 80% de ces profits sont faits à l'étranger. C'est logique. Mais pour les entreprises françaises qui sont en France, et quand on a des défaillances d'entreprises, ensuite, il y a évidemment du chômage. Et quand on a du chômage, donc d'où le chiffre, effectivement, encore une fois, c'est l'INSEE qui l'annonce, c'est pas moi, c'est l'INSEE. Donc quand on a ce chiffre de chômage qui peut arriver demain, là, ça peut tout faire basculer parce que ce qui a fait tenir jusqu'à présent la France, disons-le, c'est que le chômage est quand même resté relativement bas. À partir du moment où effectivement le chômage augmente fortement, là tout le monde va être concerné parce qu'on a tous dans notre entourage des gens qui vont être concernés par ce chômage, on a déjà certainement, et à partir de là, ça peut créer une crise sociale, voire sociétale. Et ça, c'est très dangereux. Bon, au rayon des bonnes nouvelles, parce que sinon, quand on vous écoute, on va se... Non, mais vous me demandez, moi je dis la vérité. Non, les notaires, ils nous disent quoi, les notaires? Ils nous disent que c'est peut-être la fin des baisses des prix de l'immobilier. Après 6 trimestres consécutifs de baisse, eh bien, les prix immobiliers affichent une hausse modérée, vous me direz, de 0,5% au premier trimestre sur un an. Il sort de l'eau, le marché, la tête de l'eau, le marché immobilier, après 3 années de crise. Vous l'avez dit, sur un an. C'est-à-dire que globalement, comme l'année dernière, ça avait baissé, donc là, ça augmente un petit peu par rapport à une situation très baissière. Mais alors, tout va dépendre justement, c'est là où tout est lié. Ça va dépendre de l'évolution des taux d'intérêt. C'est-à-dire que la BCE a bien baissé les taux d'intérêt, certes, mais elle est au maximum. Elle ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Et donc maintenant, l'autre phase des taux d'intérêt, c'est évidemment les taux d'intérêt à long terme, donc des obligations d'État. Pour l'instant, ça tient. On est quand même à 3,3% de taux de 10 ans de la France. Mais si jamais, effectivement, on a encore des dérapages sur les comptes publics, alors là, évidemment, les taux d'intérêt pourraient repartir à la hausse pour tout le monde. Bien sûr, l'État, mais également les crédits, y compris à l'immobilier. Donc, ça veut dire que même sur l'immobilier, soyez extrêmement prudents. On a également des chiffres de baisse de la natalité qui sont assez dramatiques, parce que la natalité est même passée sous le taux de mortalité là, au mois de mars en France, c'est du jamais vu. Donc ça, c'est incroyable. Donc attention, là, c'est une hirondelle ne fait pas le printemps, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à voir le temps aujourd'hui, avec la pluie à Paris. Mais toujours pour dire qu'on a une situation où, non, je pense que l'immobilier, il faut rester extrêmement prudent. Il y a des villes où ça a beaucoup chuté. Prenez par exemple Lyon, on est à moins 22% par rapport au plus haut. Même Paris, on est à moins 14% par rapport au plus haut. Donc ça a quand même pas mal baissé. Ça peut revenir, mais je pense que ça va repartir malheureusement un petit peu à la baisse à cause de cette augmentation des taux d'intérêt. Là aussi, on en a très peu parlé quand même. Mais la semaine dernière, avertissement du FMI. On a eu début de semaine la Cour des comptes, qui a quand même, moi ça m'a quand même choqué, qui nous a dit que la sécurité sociale pouvait tomber en défaut de paiement en 2027, parce que la CADES qui finance la dette ne pourra plus financer davantage, et donc ça va être l'ACOS qui va devoir financer, bon je ne rentre pas dans la tactique, donc eux ils vont avoir des taux d'intérêt plus élevés, ils ne pourront pas justement, défaut de paiement, c'est des termes extrêmement lourds. Comprenez, plus les signaux des indicateurs avancés qui montrent que nous sommes dans une récession, bon, plus l'Italie qu'on évoquait tout à l'heure, c'est quand même 4 claques. Hein. Claque économique, hein, bien sûr, je précise. Donc, c'est dire qu'on a, oui, un peu d'humour quand même. Donc, c'est dire qu'effectivement. Claque présidentielle. Je n'irai pas jusque-là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une situation aujourd'hui où la situation donc, française est dangereuse. On se prend donc des claques tous les jours. Les marchés obligataires ne réagissent pas trop, mais ça peut être. Vous avez vu la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant, le Japon. Adjudication de dette à 20 ans, et hop, il n'y a pas de demande. Donc après, la Banque du Japon est intervenue, etc. C'est ça, la clé. Et alors, évidemment, il y a Standard & Poor's, donc vendredi, qui se réunit pour noter la note de la France, donner une note à la France, ce qu'elle va faire comme Moody's en disant non, je ne peux pas donner de note à la France. On verra bien, en tout cas, on ne mérite plus du tout notre double A-, on mérite un simple A, il faut être honnête. Et pour l'instant, donc tant qu'on a ce double A, ça résiste. Le jour où il va avoir effectivement ce simple A, alors là, et donc même sur l'immobilier, si les taux repartent à la hausse, ça va être compliqué. Donc c'est ça, moi, mon inquiétude, je l'ai toujours dit d'ailleurs ici même, la clé, ce sont les taux d'intérêt. Je me souviens, quand en 2020 ou 2021, on me disait, certainement vous d'ailleurs également, non Marc, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Voilà, on était à 0 à l'époque, on est à 3,30 aujourd'hui. Bon, je parle pas de vous, hein, mais les dirigeants politiques français m'avaient dit ça à l'époque, et beaucoup d'économistes également le disaient, la dette publique, on s'en fiche, il faut faire rouler la dette, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Ah, quand on est à 0%,
il faut la rouler. Ah ben voilà, oui, mais sauf que voilà, on en est aujourd'hui. Ce discours de dire on s'en fiche de la dette, on continue de l'augmenter, ça nous coûte aujourd'hui quasiment 70 milliards d'euros chaque année juste de charges d'intérêt de la dette. Marc, il faut qu'on parle un petit peu des marchés financiers, des marchés boursiers. On sent que malgré cette trêve commerciale que Trump a acceptée contre les Européens, on sent que les marchés ne sont pas apaisés. On le voit bien et je me suis dit, tiens, est-ce que les marchés d'ailleurs ont intégré le risque d'avoir durablement des droits de douane qui sont plus élevés que ce qu'on a eu par le passé? Disons que pour l'instant, justement, ils sont pris une droite, les marchés avec les droits de douane, et puis finalement, c'est la stratégie de Trump. Il est très violent, puis après, finalement, il revient en arrière. Donc, par rapport à ça, on se dit, finalement, droits de douane à 30% en Chine ou 10% en Europe, finalement, c'est pas si grave que cela, vous voyez. Et puis là, vous avez annoncé 50%, on remet ça au mois de juillet, on verra ça. Bon, on se rend compte que Trump, il n'a pas vraiment envie, je dirais, d'aller trop loin dans ses droits de douane. Par rapport à la situation avant... Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement... Il aura quand même réussi à bien augmenter ses droits de douane. Exactement, c'est ça la stratégie de Trump, c'est-à-dire qu'il va très loin, puis après, finalement, il redescend, mais il a quand même augmenté les droits de douane. Donc, quand on voit les indicateurs avancés, justement, des directeurs d'achat, sur le dernier mois, eh bien, c'est très clair. Il y a malheureusement il y a un ralentissement de la croissance mondiale. Là, on était à peu près à 3, un peu plus que 3%, on est à peu près à 2,5% de croissance annuelle au niveau mondial. Donc, c'est pas la récession, mais vis-à-vis effectivement des entreprises mondiales, ça veut dire moins de profits. Donc, s'il y a moins de profits, les marchés seront également moins optimistes. Donc, il y a quand même cette inquiétude. Il y a également l'inquiétude, les inquiétudes géopolitiques, les inquiétudes également sur l'inflation au niveau américain, parce que ces droits de douane feront un petit peu d'inflation. Et donc, derrière, sur la réserve fédérale. Parce que la réserve fédérale, tout le monde ne baisse plus ses taux d'intérêt. Et elle ne dit pas qu'elle va encore les baisser fortement. On sait que c'est terminé dans la zone euro, elle ne pourra pas tellement encore baisser les taux d'intérêt. Donc, il n'y a plus ce petit coup de pouce des taux d'intérêt qui baissent. Et donc, les marchés restent un petit peu inquiets. Et surtout, il y a des valorisations. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que très élevées. C'est intéressant l'échange qu'on a, mais je me mets pas un épargnant. Quels sont les paris à faire aujourd'hui, entre guillemets, ou les paris ou les investissements réalisés? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une vision de long terme. Quelles que soient les classes d'actifs. Il faut avoir une vision de long terme. C'est-à-dire que faire des allers-retours, c'est vrai que ça peut être très lucratif, mais c'est extrêmement dangereux. Avant, il y a encore quelques mois, vous pouvez faire des prévisions sur la base des fondamentaux économiques. Maintenant, ça va dépendre des déclarations de Donald Trump. Donc évidemment, vous ne les maîtrisez pas, personne ne les maîtrise. On ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Et également d'un point de vue géopolitique, donc c'est très dangereux. Donc moi, aujourd'hui, soit on fait le dos rond, on prend des placements sans risque, etc. Soit on adopte une vision de long terme. Alors, c'est pas, malheureusement, tout le monde ne peut pas se le permettre, mais ce qui est sûr, c'est que sur le long terme, eh bien, les meilleurs placements, on les connaît, ce sont les actions avec les dividendes réinvestis, l'or et l'immobilier, sauf que là, c'est encore un peu flat. Alors, il y a maintenant le Bitcoin, le fameux Bitcoin, sauf que là, pour l'instant, il n'y a que 15 ans d'existence, donc on ne peut pas comparer sur 100 ans ou sur 50 ans. On verra dans 50 ans. Mais toujours est-il que, pour l'instant, voilà, il y a ces classes d'actifs, mais surtout sur une vision de long terme. N'oublions jamais le couple rendement-risque. Quand un rendement est élevé, ça veut dire qu'un risque est élevé, qu'il y a un risque derrière qui est forcément élevé. Donc, si on veut limiter ce risque, une fois qu'on a dit ça, c'est le marché, on fait du Wall Street, on fait des marchés boursiers américains qui surperforment depuis le début de l'année. Moi, je pense que le vrai danger, si vous voulez, au niveau financier, au niveau mondial, vient de nous, vient de chez nous, vient de la France. Cocorico, vous allez me dire, je pense que le vrai danger financier mondial, c'est la France. C'est la France, c'est-à-dire que quand la France... Le vrai danger financier mondial, c'est la France. Oui, attendez, laissez-moi finir. Quand la France, effectivement, du moins les marchés et les investisseurs mondiaux vont comprendre que la France ne peut pas tenir ses engagements, là, de toute façon, on voit bien, elle est bloquée, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, etc., qu'on va avoir encore un déficit public. Nous sommes les seuls, encore une fois, des grands pays à déraper de ce point de vue-là. Il y a peut-être les Américains, mais c'est différent parce qu'ils ont le dollar, donc ça permet de financer leur déficit. Mais à ce moment-là, et si jamais nous sommes dégradés assez nettement, je pense, là, ça peut générer un déclic. Les investisseurs se disent, la France, c'est pas un bon risque, c'est extrêmement dangereux. Le vrai danger financier mondial, ce sont les États-Unis, je veux dire, pardon. Non, mais attendez, ça c'est le danger suprême. C'est-à-dire que si les États-Unis, si le dollar n'est plus le benchmark, c'est-à-dire la réserve de change mondiale... Le sujet, il est là aujourd'hui. Évidemment, tout s'effondre. Mais, encore une fois, vous savez, mine de rien, ça fait 30 ans de carrière. Et moi, depuis 30 ans de carrière, je me suis toujours rendu compte qu'on a toujours, y compris moi, sous-estimer la croissance américaine, la résilience américaine, et surestimer la croissance et la résistance de la France et de la zone euro. Et malheureusement, on voit les résultats. Les écarts de croissance sont largement, effectivement, à l'avantage des États-Unis. Donc, soyons prudents. Moi, je suis inquiet pour notre pays. La France, c'est quand même notre pays.
Hein. Donc je suis inquiet parce que nos dirigeants n'ont pas l'air d'être à la hauteur de la situation et d'avoir envie vraiment de... ils sont relativement bons dans le marketing, quoique ça dépend, mais globalement... On peut finir sur une touche optimiste. Optimiste, oui, je viens de le dire, voilà, sur le long terme, effectivement, les marchés actions sont plutôt positifs, mais surtout le plus important, c'est qu'une fois qu'on aura touché le fond de la piscine, et moi je suis optimiste, on pourra redémarrer. Et je pense que la France, j'ai vu tous les dirigeants français depuis des années, et je leur ai toujours dit, si on ne réforme pas la France dans la douceur, il faudra le faire dans la douleur. Maintenant, la douceur, c'est fini. Donc on va devoir le faire dans la douleur, mais après, la France est un grand pays, après on redémarrera. J'en suis persuadé. Donc c'est ça la note d'espoir. Simplement, il faut arrêter d'attendre. Il faut prendre le taureau par les cornes maintenant et sauver notre douce France parce qu'elle le mérite. Allez, merci beaucoup. Marc Toiti, donc invité de la grande interview en direct et en replay sur Boursorama. Merci Marc. À bientôt, bye. Ciao. Salut.